Là, YouTube, on va commencer à rentrer dans les détails techniques. Je vois que sur la slide 11, on commençait à... Ah, pardon, oui, si, c'est ça. Slide 11 ou 12, je sais plus. On commençait à avoir des réunions chez Novespace. Peut-être détailler un peu ces réunions sur l'aspect technique. Qu'est-ce qu'on allait faire chez Novespace en janvier? De quoi on parlait? Quels étaient les échanges avec Novespace notamment? Je vais donner la parole... je vais donner la parole à... J'en sais rien. Parlez, j'en sais rien. Allez-y. Je vais prendre la parole. Cette réunion-là, c'était celle de janvier. C'était pendant le premier meeting à Novespace. Donc, il y avait toutes les équipes étudiantes qui étaient là. Donc, les 3 équipes étudiantes. On présentait nos idées. Donc, c'était vraiment le design préliminaire. C'est-à-dire que on présentait purement ce qu'on avait mis dans le dossier. Parce que ça arrivait très vite après les résultats. Donc, des candidatures. On n'a pas vraiment eu le temps de faire évoluer. Et l'idée, c'était de présenter ce qu'on avait prévu de faire initialement. Donc, on présente aux ingénieurs de Novespace, on se rend assez vite compte qu'il y a des choses qui, eux, leur plaisent pas trop parce que eux, ils sont très à cheval sur tout ce qui est, comment dire, contraintes, requirements, sécurité pendant le vol, etc. Ce qui est normal parce que c'est quand même pas anodin. Et donc, du coup, on nous a dit, voilà, ça, ce point-là, c'est peut-être un peu plus risqué, ça devrait aller. Et c'était un premier échange. Et on nous a aussi attribué, du coup, notre référent technique parmi ces ingénieurs. Donc chaque équipe a un référent technique et c'est lui qui nous a suivis pendant tout le reste du projet lorsqu'on avait des questions techniques ou des choses qu'on voulait éclaircir avec lui. Très bien, très bien. Et alors, petite question. Tu parlais de requirements et que Novespace était très à cheval sur les requirements, etc. Est-ce que vous avez exactement les mêmes requirements qu'une expérience qui est menée par le CNES, par exemple? Exactement, oui. Exactement les mêmes, ouais. Absolument. Et C'est absolument les mêmes. c'est pour ça aussi justement, tu faisais allusion tout à l'heure à la durée du projet et qu'il fallait faire justement en parallèle de ces études. On a aussi fait le choix de s'affranchir de certaines contraintes en proposant une expérience dans un châssis fermé ou en enlevant des composants, en remplaçant d'autres composants, soit des batteries ou des choses comme ça. Donc oui, effectivement, il y avait les mêmes contraintes et c'était intéressant, mais c'était un challenge aussi de pallier à toutes ces contraintes et de répondre en fait à toutes ces exigences. Ouais, je comprends. Et on va pouvoir les détailler un petit peu, ces exigences. Clara, je vois que tu affiches le design, le modèle. Quelles sont les contraintes, du coup, venant de Novespace sur la partie technique, sur le design pur? Qu'est-ce que vous dit Novespace? Ils vous disent, voilà, votre expérience, ça peut pas faire ça, telle taille. Quelles sont les contraintes? Qui peut détailler ça? Je vais donner la parole à Clara, par exemple. Oui, bien sûr. Alors en fait, le côté Novespace, eux, ce qui est important pour eux, c'est que l'expérience qu'on va mettre en place, elle engendre pas de risque sur les expérimentateurs et sur les autres expériences. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, tout ce qui va être interférence, la masse, parce qu'il y a la répartition aussi dans l'avion. Après, il y a plein de choses aussi là, en termes de taille de l'expérience. Il faut qu'on s'assure qu'elle puisse passer les portes de l'avion. Je crois que c'est un des premiers requirements, c'est tout bête, mais en fait, si ton expérience, elle rentre pas dans l'avion, elle rentre pas dans l'avion. Après, nous, il faut savoir qu'on a utilisé un châssis du CNES. Donc, le CNES prête 2 types de châssis. Donc, nous, on en a utilisé un. Donc, ça a permis justement de s'affranchir de certaines contraintes, comme l'a dit Florian, parce que le châssis était déjà certifié pour voler. Et en plus, c'était un châssis fermé. Donc, ce qui fait que ce qu'on a pu faire voler à l'intérieur, ça n'apportait pas forcément de risque aux autres expériences. Il y a une autre expérience étudiante cette année qui faisait voler un drone en free floating, donc c'est entre des filets, etc. Donc là, c'est un peu spécifique comme montage aussi. D'accord. Ah ouais. C'est un peu tous les risques. Après, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Éventuellement, juste rajouter... Ah, pardon, je te laisse la parole, Flo, vas-y. Moi, je pensais à une façon de hiérarchiser les risques par rapport au passage, déjà du passage dans l'avion. Il faut déjà que l'expérience elle puisse rentrer dans l'avion. Et c'est pas anodin parce qu'il y en a qui se sont retrouvés bloqués, mais qu'elle rentre déjà dans les sas pour pénétrer dans l'avion et aussi qu'elle puisse tenir à l'emplacement qui est attribué.
Et puis, vas-y Manu, c'était tout pour mon intervention. Non, c'était pour dire que effectivement le châssis, c'était pour compléter ce que disait Clara. C'est vrai que le châssis, le fait qu'on ait pu l'avoir, ça nous a bien aidé, non seulement parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter à construire et faire qualifier, ce qui est très compliqué, le châssis étanche. Et en plus, ça nous a permis en avance de pouvoir en fait tester l'implantation des différents équipements dans le châssis et voir un peu, parce qu'on connaissait les dimensions du châssis, on savait que c'était environ 85 cm par 65 par 65. Donc on l'avait en tête, on l'avait modélisé avec des planches en contreplaqué. Et on avait une idée du volume, mais une fois qu'on le voit, le châssis, qu'on le reçoit et qu'on met les équipements dedans, on se rend compte à quel point c'est petit en fait. C'est vraiment très petit et bon, on verra plus tard que ça a eu un impact sur le vol et sur l'expérience. Mais c'est vrai que c'était un gros plus de pouvoir avoir le châssis du CNES, quoi. Et ce châssis-là, Anthony, il vous a été délivré avant? Vous saviez déjà avant même de faire le projet que le CNES allait vous donner un châssis? Alors, on savait que le CNES proposait aux étudiants de prêter des châssis, donc soit le châssis qui n'est pas étanche, soit celui avec les parois étanches. Et effectivement, donc on savait qu'on allait pouvoir l'avoir. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quand ni comment. Et au final, on a été très chanceux d'avoir l'ISAE Super Hero à côté du CNES à Toulouse, parce que au même moment qu'on était en train de préparer l'expérience, un nouveau châssis du CNES était en certification, et il a été certifié, je crois, quelque chose comme 1 mois avant le vol. Et étant donné qu'on était juste à côté du CNES, on a eu la chance de pouvoir avoir ce châssis tout neuf dans nos locaux à Super Hero. Et ça nous a fait gagner énormément de temps. Trop bien. Parce que du coup, toute l'intégration dans le châssis, on a pu la préparer en amont directement là où on travaillait. Donc ça, c'était vraiment super. On a gagné beaucoup de temps, on a pu voir venir beaucoup de problèmes. Et donc voilà, très chanceux sur ça. Okay. On est très contents. Mais parce que si je me trompe pas, Novespace sont assez à cheval sur le design du châssis, parce qu'il y a ces histoires de la structure doit résister à un potentiel crash de l'avion catastrophique, et donc je crois que c'est genre 10G, non, vous me corrigez si je me trompe. Et c'est 9G 9G, oui. 9G. Et du coup, concevoir une structure qui tient 9G, c'est bon, ça demande voilà, comme tu disais Manu, des analyses de qualification qui sont assez poussées, etc., et qui prennent du temps dans un projet, des processus de qualification qui sont pas forcément qui sont très coûteux déjà en temps et en argent, et du coup là en fait avec votre solution c'était déjà qualifié, vous saviez déjà que c'est bon, ça remplissait les critères de Novespace et que tout était bon, et que voilà, c'était solution clé en main, un peu comme un CubeSat et dans lequel tu fous ce que tu veux, et voilà quoi. Exactement, ouais. Exactement. Toutes les contraintes n'étaient pas vérifiées avec ce châssis, mais effectivement, ça offre beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est dans une boîte qui est fermée et que rien ne peut sortir de là, bon, si une pièce se casse, c'est pas la même histoire que si une pièce se casse dans l'avion, quoi. Donc voilà. Bien sûr. Ok. Très très bien. Clara, n'hésite pas à faire défiler les photos si tu veux commenter aussi d'autres photos. Je vois qu'il y a des photos très intéressantes de vos discussions de groupe et de comment le projet a été mené. Juste avant que Clara, tu passes, juste faire un point sur la CAO qu'on voit là. Il faut savoir que le châssis qui est là, c'était une première ébauche en fait pour avoir un gabarit, mais après on verra plus loin une CAO plus en détail du châssis, et on va voir que on va voir qu'il y a beaucoup de pièces et que du coup c'est très coûteux à faire, et c'est pour ça qu'on a eu la chance qu'on nous file là. Bien sûr. Et ça, c'est la solution du coup qu'on avait présentée dans le dossier de candidature, qui a beaucoup évolué par la suite, mais à laquelle on est arrivé au bout de 2 mois au final. D'accord, ok. Et donc là, on arrive dans les locaux de d'Innovespace. Donc d'ailleurs, il y a Luc qui est là ce soir qui travaille à Innovespace, donc on te salue Luc. Salut Luc. Trop bien, bonsoir Luc. Et donc c'est là où on avait nous notre espace à nous. Et on a eu donc la chance vraiment de travailler à Innovespace. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on discutait comment est-ce qu'on arrive à jongler avec nos différents projets. En fait, nous, on avait accès à Innovespace de 8h à 22h.
Donc, ce qui fait qu'on restait très souvent le soir, enfin à partir de juin, dès le déconfinement, on restait le soir travailler à InnoSpace. Donc, c'est un peu notre deuxième maison. C'est cet endroit où on a fait un peu notre espace. Vous faisiez les cours la journée et hop, terminer les soirées tous les 6 à l'InnoSpace, quoi. Ouais, on a passé pas C'est mal ça. de soirées à l'InnoSpace du coup. Des nuits. Et des nuits. Mais ça ne nous empêchait pas de profiter. Hein. Non, c'est sûr. Ouais, non, non. Très bien. Non, mais il faut quand même de la motivation, hein. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce projet-là n'était pas mené dans le cadre du cursus, c'était extérieur, c'était vraiment optionnel pour vous, donc ça n'apportait pas de diplôme supplémentaire, c'était juste quelque chose que vous vous êtes auto-imposé, et donc pour le mener à bien, il faut y dédier du temps personnel, quoi. Mais ce qui est génial, c'est comme tout le monde était très Mhm. motivé, c'était facile de se motiver aussi, et il y avait une grosse inertie quand même. Et donc même si c'était en dehors des cours, même si ça nous prenait pas mal de temps, je pense pas qu'on l'ait vu comme une contrainte. Alors des fois, évidemment que c'est contraignant, c'est normal, mais on l'a choisi. Mais dans l'ensemble, c'était un plaisir de travailler dessus, malgré tout. Et puis ça nous empêchait pas d'avoir quand même une vie à côté. Faut pas croire qu'on a passé un an complet à faire uniquement ça, et nos cours, on pouvait quand même... ça nous prenait beaucoup de temps, mais on a quand même pu avoir une vie sympa à côté. Très bien, très bien. Je pense que c'est important de le détailler, parce qu'il doit y en avoir dans le chat ce soir qui sont en école d'ingé ou en passe de lettres ou qui veulent devenir ingénieurs. Et ces projets étudiants, je pense que c'est important d'avoir ce témoignage-là aussi pour dire c'est du temps personnel qui est investi, mais ça n'empêche pas de vivre non plus, quoi. C'est important. C'est ça. Clin d'œil à Alexandre. Beaucoup de choses. Tu voulais dire, Thibaut ? Je voulais dire qu'en plus, ça apporte énormément en savoir-être, en savoir-faire et en débrouille, et en tout, en fait. Ouais, bien On sûr. a appris des choses là qu'on n'aurait jamais appris en cours, en fait, donc c'est un gros plus. Ouais, exactement. Ou alors, ça prend plus de temps pour les apprendre une fois que tu es dans un stage ou dans C'est un ça. emploi. Mais là, l'avantage, c'est que tu arrives en fait avec déjà les compétences, certaines compétences qui sont développées, quoi. C'est cool. Exactement. Ou déjà aussi une connaissance de l'écosystème, comme tu disais, pour des ingés en devenir, un projet comme ça en fin d'année, c'est top parce que ça te permet de cibler un petit peu les différents marchés, les différents boulots que tu peux faire sur un projet comme ça, parce que toutes les phases, donc non, c'est vraiment intéressant. Très bien. Qu'est-ce que... Oui, donc là, on voit... Ça, c'était à l'InnovSpace aussi? C'est les locaux de l'InnovSpace? Ouais. Tout à fait. Ok. Et c'est vrai que c'était dans les nouveaux locaux, ça, à Super Hero. Moi, je n'avais pas vu ça. C'est ça. encore. Ouais, ils ont bougé le Fab Lab d'endroit, et du coup ils ont fait un bâtiment qui est quasiment tout neuf, avec un espace en bas pour pouvoir travailler. Donc les étudiants peuvent venir, il y a des imprimantes 3D, il y a beaucoup de matériel pour faire du travail de bois, plein de choses comme ça, de la soudure, et même des formations qui sont organisées par Luc, mais aussi Stéphane et toute l'équipe. Et à l'étage, il y a un espace réservé aux startups ou aux projets étudiants. Ouais. Donc c'est là où on nous a mis pour qu'on puisse travailler, et c'était une grande chance d'avoir un local dans lequel on pouvait travailler, parce que bon, on le voit peut-être pas sur les photos qu'il y a dans les slides, mais des fois ça devenait vite un peu le bazar avec plein de pièces partout. Ah, mais c'est trop bien. Surtout quand on monte le bras, et c'était génial d'avoir un bel espace pour pouvoir travailler à 6. Ah ouais, tu m'étonnes, hein, parce que moi, à mon époque, Super Hero, nous, le soir, on devait se mettre, trouver une classe, le vide, enfin, tu vois, c'était un peu la galère, on cherchait dans les couloirs s'il y avait de la place. Là, d'avoir un bâtiment dédié, c'est trop cool. Trop cool. Très bien. C'était vraiment top. Et non, comme le souligne Mathieu Compin dans le chat, non, il n'y avait pas de clim, mais ça a été installé, ils ont installé quelque chose de bien sympa aussi, mais ça ne nous a pas empêché de bosser. Salut Mathilde, tu es vieux Corentin. Oui, merci Mathieu. Disons que j'ai la force de l'âge. Très bien, ok. Ah oui, alors on voit la transition, je vois où tu voulais en venir, Clara, en montrant cette slide avec les meetings en présentiel et la slide suivante avec les meetings sur Zoom. Exactement. Ça, alors du coup, à quel moment, vers mars, directement quand vous avez été confiné, hop, c'était terminé, vous avez commencé à travailler sur Zoom, je suppose? Ouais. Absolument. En fait, vas-y. Bon, j'y vais. Vas-y. Du coup, ça s'est fait pile à... Enfin, ça arrivait pas trop mal par rapport à nous parce que
enfin, on ne peut pas dire que le confinement tombe bien, ça tombe jamais bien, mais on était tous en train de changer un peu parce que nos cours se finissaient fin mars et début avril, on commençait tous soit un stage, soit le projet CIDS. Du coup, ça permettait aussi de reprendre un nouveau rythme avec le confinement et avec le projet Parabole. Donc de réapprendre à travailler sur ça. Et nous, ce qu'on a beaucoup fait, c'est des réunions, en fait. Toutes les semaines, on arrivait à trouver un créneau. Même sans le confinement, au final, on a fait 1 an avec que des réunions, une par semaine. On était tous les 6 présents. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, on n'en a pas trop parlé, mais nous, la manière dont tout fonctionnait, c'est que vraiment, on essayait de prendre au maximum les décisions à 6. Donc ça fait des longues réunions. Mais c'est aussi super intéressant parce que ça permet à chacun de voir tous les aspects et de comprendre un peu tout ce qui se passe dans le projet. Mais effectivement, la période de confinement, sans ces réunions, on aurait perdu toute l'inertie du projet, donc ça a été super important. Et puis à côté, c'était Anthony qui s'occupait de commander tout le matériel parce qu'on commençait à commander le matériel, même si on ne savait pas trop où est-ce que ça allait arriver. Donc ils nous envoyaient des photos de ce qu'ils recevaient, etc. Ça nous motivait un peu. Et la grosse question du confinement, c'était vraiment de savoir si la campagne allait être maintenue au final, parce qu'il y a plusieurs campagnes paraboliques qui ont été décalées pendant le confinement. Donc nous, on ne savait pas pendant très longtemps si ça allait être décalé ou pas, et quel calendrier il fallait qu'on suive, en sachant que on prenait du retard à mesure que le confinement avançait, quoi. Mais je me demandais du coup, à ce stade-là du projet en mars, pour situer, vous en étiez où en termes de développement? Vous aviez déjà l'approvisionnement de quelques pièces, tous les modèles CAD, etc. étaient terminés? Où est-ce que ça en était? Alors, moi, je vais pouvoir répondre à cette question. Je pense, pour ce qui est de l'électronique, on savait à peu près où on voulait aller. Enfin, on avait déjà sélectionné les centrales inertielles, on avait déjà sélectionné les lidars qu'on voulait, on fonctionnait avec des Raspberry, etc. Certaines pièces, les pièces plutôt mécaniques, étaient encore en discussion en même temps que ça. Et donc, effectivement, j'ai fait chauffer la carte bleue du projet avec mon compte d'un grand groupe qui livre des choses à la maison. Et j'ai reçu des tonnes de colis quasiment tous les jours pendant un moment. Et donc, j'envoyais les photos à tout le monde de tout ce que je recevais à la maison pour motiver les troupes. Trop bien, trop bien. Et tout ça, il n'y a pas eu de problème avec le confinement en termes d'approvisionnement et tout ça? Les fournisseurs, ça a été à temps? Ça a été. Disons que du côté d'Amazon, il y avait un souci. Je sais qu'ils faisaient plus de livraison en France, mais du coup, ils avaient fait une magouille où c'était donc en fait l'Espagne et l'Allemagne qui fournissaient le matériel. Ça arrivait quand même assez rapidement. Il y a seulement certains équipements qui n'étaient pas disponibles et donc on a dû passer par d'autres entreprises, notamment en Allemagne et en Angleterre. Et là, ça a été un peu compliqué sur certaines choses. On a eu quelques colis qui se sont perdus. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé et on a très souvent eu nos équipements très rapidement. D'accord. Et c'est ensuite, post-confinement, là où vous avez commencé à vous retrouver, que vous avez pu commencer l'assemblage. Et c'est là que le projet a peut-être accéléré aussi. Je sais pas si Emma, tu peux nous détailler. Ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire surtout, d'ailleurs là sur la photo? Là, on avait reçu les pièces du bras. En fait, on a pris un peu de retard avec le confinement, forcément, parce que ces pièces-là, elles étaient faites à Super Héros, avec du plastique de très bonne qualité. Et du coup, on a été contents parce qu'on les avait reçues et on pouvait commencer le montage du bras. Donc là, on triait un peu les pièces. Mais c'est vrai que du coup, avec le confinement, on a pris un peu de retard sur ça. Mais on s'est rattrapé quand on a pu tous se revoir à Toulouse. Très bien, très bien. Et donc là, vous vous êtes retrouvés chez quelqu'un pour faire du montage et d'assemblage? Ouais, c'était chez Clara. Du coup, c'était atelier bras avec Thibaut et Clara. Très bien. Tout le bras, il est imprimé en 3D? Vous avez fait ça imprimé à l'InnovSpace? Non, du coup, on l'a fait imprimer au DMSM. D'accord. Département des structures et des matériaux à l'ISE Super Héros. Parce qu'eux, ils ont une excellente machine, une excellente imprimante 3D avec des bobines assez coûteuses et de bonne qualité. Et on
pensais que c'était le mieux pour que ça résiste au choc, aux vibrations de l'avion, quoi, dans l'avion. Ça, on a aussi fait ça parce que à l'Inhouse Space, il n'y avait pas forcément des plateaux assez grands. On voit là sur la photo qu'il y a des pièces qui sont assez larges. Et donc, il fallait une imprimante assez grosse, en fait. Et aussi, par rapport aux contraintes, on savait que ça pouvait être assez dur, hein, notamment la 2G. Donc, on s'est dit, voilà, il nous faut une flexibilité, mais il nous faut aussi une grande résistance, notamment au choc. Ouais, d'accord. Ok. Et après, à part le confinement, ça a quand même pris du temps pour imprimer les pièces parce que elles sont grosses, comme Thibaut l'a dit, et ça pouvait prendre peut-être une journée entière pour fabriquer une pièce, la base, même 2, ouais. C'est très long, hein. L'impression 3D, c'est extrêmement long. Ouais. D'autant plus qu'après l'impression, on devait les mettre dans un bain pour pour dissoudre le support. Et ça prenait quasiment autant de temps que l'impression elle-même, donc on se retrouvait avec des délais. Ah ouais. Flobos nous demande, c'est vous qui avez designé le bras? Non? Thibaut, je pense que... Non, c'était un bras en fait qui était en open source. En fait, on a simplement pris tous les CAD en changeant quelques trucs au niveau hardware, mais après tout ce qu'on a importé nous, qu'on a imprimé, ça a été designé par quelqu'un d'autre. D'accord, ok, très bien. En fait, il faut savoir qu'on avait une seule année pour faire le projet. On savait qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire le bras et tout ce qu'il y avait autour. Donc, on a commencé à aller sur Internet, voir ce qui était proposé. On voulait même pendant un moment acheter un bras. On a vu que ça coûtait extrêmement cher. Et on a trouvé finalement 5 bras qui auraient pu aller pour ce projet-là. Et après des sélections, des tableaux et tout ça, on a finalement choisi celui-ci. Donc c'est le bras d'or, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on peut le voir d'ailleurs, voilà. Si tu peux mettre la photo d'après, Clara, on le voit en tout grand. assemblé. Ah oui, ouais. Regardez, hop, là on le voit à l'arrière-plan, le bras. C'est vrai qu'il est costaud, hein. Il est grand. Il fait combien de haut là? Il était plus haut que le châssis. C'est ça. Donc il fait plus de 65. Ouais, entre 80 et... Ok. 80 cm à peu près, ouais. Plus grand que Manu, nous dit Mathieu. C'est gratuit, mais... Ouais, non, il est mastoc, c'est vrai qu'il fait mastoc. Mais en fait, ouais, comme disait Thibaut, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il va fonctionner en 0G, avant d'atteindre la 0G, on a une phase de 2G. Et donc, il pèse 2 fois son poids et il faut forcément qu'il résiste à ces phases-là, quoi. Ouais, il y avait ça, il y avait aussi le fait qu'on allait capturer un CubeSat qui, à ce moment-là, on pensait qu'il allait peser 1 kg. Finalement, c'était presque 2. Donc, il fallait aussi un bras qui puisse le soulever. Et aussi, à la fin de la 0G, donc quand on revenait en 2G, il fallait qu'il puisse ne pas céder sous le poids en fait, du CubeSat. Ah oui, parce que tu veux dire capture en 0G, mais ensuite, une fois accroché, vous repassez en 2G, et du coup, avec le CubeSat accroché, il y avait cette contrainte d'effort. D'accord, ok. Oui, il y a ça. C'est-à-dire qu'on avait prévu de créer un système qui, une fois en 2G, relâche automatiquement le CubeSat. Mais on s'était dit que par sécurité, il valait mieux ça, en fait. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Très bien. D'accord. Et donc là, de mars à août, c'est ça? Vous relayez à 3 toujours, tous les jours dans les locaux de Super Hero pour continuer l'assemblage, faire les premiers tests software, électrique aussi? Alors en mars, du coup, c'était plutôt de mai à août. De mai, pardon, mai, oui. Mais sinon, oui, on s'est plusieurs fois retrouvé quand même à plus de 3, même notamment vers la fin, surtout. On a réussi à se retrouver à 6 à plusieurs moments, ce qui était très sympa. Étant donné qu'on n'était pas tous sur Toulouse, donc c'était cool de pouvoir tous se retrouver et travailler ensemble. Et du coup, les gens qui étaient à distance travaillaient plutôt sur du soft, ceux qui étaient en présentiel, qui étaient à Super Hero, du coup, on travaillait sur le bras ou sur du matériel, du coup, donc des choses qui ne peuvent pas être faites à distance. Et comme ça avait été expliqué plus tôt, c'était on devait jongler en fait entre ce qui devait être fait en présentiel et ce qui pouvait être fait à distance. Et on se retrouvait assez régulièrement. Alors on avait quand même d'autres projets à côté qui nous prenaient beaucoup de temps, des projets dans le cadre de nos études, ceux-là. Ou les stages pour ceux qui étaient en stage, du coup, dès la fin du master qui s'est terminé du coup fin mars.
Et voilà, en fait, c'est à peu près comme ça qu'on s'est organisé. Antoine nous demande est-ce qu'il y avait qu'un seul exemplaire? Vous avez construit qu'un seul exemplaire du bras, non? Oui. Ouais, ok. Ouais, on avait qu'un seul modèle. C'était justement tout le challenge. Et je vois dans le chat, ouais, la première ressource, effectivement, si ça cassait, c'était tout le challenge et c'était ce qu'on voulait mesurer, justement. Hmm. La ressource, pour le contexte, c'est la phase de 2G qu'il y a avant ou après je sais plus exactement si c'est celle d'avant ou celle d'après, mais c'est une phase de 2G. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment expliqué le vol parabolique comment il se déroule, mais je pense qu'on va y venir. Ouais, on va y venir En après, fait, ouais. il y a des phases où on va avoir 2G plutôt que 0G, donc il faut que le bras puisse résister, effectivement. On va venir un peu plus, avant d'aborder les aspects du vol 0G, on va rentrer un peu plus dans les détails de l'expérience avec des cas et des photos un peu plus détaillées sur des aspects de l'expérience. Qui a pas trop parlé? Peut-être Emma. Emma, est-ce que tu peux nous décrire un peu du coup l'expérience et l'image qu'on voit actuellement et cette visualisation CAO? Ouais, du coup, là, je sais pas si vous vous rappelez aussi des cas qu'il y avait au début des diapos, mais là, on voit que c'est c'est très différent parce que on a pu un peu affiner ce qu'on voulait faire et affiner un peu tous les systèmes. Donc là, on retrouve le CubeSat, donc qui est entre les bras d'un déployeur, qui a été conçu par nous-mêmes en fait. Et qui a été aussi, c'est le DMSM qui nous a beaucoup aidé aussi dans cette conception. Et donc ce déployeur, au moment de la phase de 0G, il y a un expérimentateur qui va appuyer sur une poignée pour ouvrir les bras du déployeur et pouvoir laisser le CubeSat en free floating à l'intérieur du châssis. On retrouve aussi le système du bras qui va être contrôlé par une manette de Xbox. Donc, je ne sais pas si on a montré la photo, je ne pense pas. Au moment des tests, oui, avec la manette. Et donc, un des expérimentateurs va venir capturer le CubeSat pendant cette phase de 0G avec l'interface électromagnétique qui est au bout du bras. Et on a aussi tout le système de caméras, GoPro, caméra stéréo qui est dans la boîte en forme de T qu'on voit, la boîte blanche. Les caméras, ça sert à quoi en fait? En fait, c'est pour tout ce qui va servir au post-traitement. Donc la phase dans laquelle on est maintenant. Donc on a pu récupérer tous les rushs de GoPro, toutes les vidéos qu'on a prises pour l'analyse ensuite et voir ce qui s'est passé en fait à l'intérieur du châssis. Pour ceux qui n'étaient pas là du coup pendant le vol parabolique. Et on a aussi une armoire électrique qui n'est pas dans ce CAD, mais qui contient toute l'électronique du bras et de l'IMU aussi. Système de référence, oui. Système de référence, exactement. D'accord. Donc voilà, c'est plus complet, je dirais, que ce qu'on avait envoyé du coup dans le dossier au CNES au moment de la candidature. Du coup, voilà. Ok, très bien. Et juste une question, est-ce que le bras, j'ai l'impression de voir qu'il est sur des rails, il peut bouger sur son axe? En fait, au fond du châssis, il y a des profilés normalement, on aurait dû fixer tous les éléments sur une plaque en aluminium. Mais après discussion avec Novespace, on s'est dit que c'était plus pratique de directement les fixer sur ces profilés-là. Ça nous faisait aussi gagner un petit peu de place parce que le bras était un petit peu grand, mais un peu grand et il touchait un peu la paroi supérieure du châssis. Donc, c'était pas plus mal de les fixer sur ces profilés. Et du coup, ça peut coulisser, oui, effectivement, mais on avait serré du coup les boulons sur ces rails-là pour. Ah oui, non, ça peut pas coulisser contrôlé par la manette, je veux dire. Ça fait pas partie du contrôle. D'accord, ok. Si je peux juste me permettre, je vais peut-être faire un point en fait sur l'expérience. C'est vrai qu'on a peut-être pas assez expliqué ce qu'on voulait faire en fait pendant le vol. Dis-nous, Manuela, vas-y. En gros, ce qu'on ne voit pas là sur la CAO, mais c'est que sur le CubeSat, il y avait des marqueurs
de type, ça ressemble à des QR codes, ça s'appelle les marqueurs Haruko. Et c'est à ça que servait la caméra stéréo. En fait, c'était pour voir l'attitude du satellite. Donc, en faisant du traitement d'image à partir des images filmées par la caméra, donc, et des mouvements. Voilà, là, on les voit, les marqueurs Haruko. L'idée, c'était de pouvoir étudier ça. Donc, c'était l'un des premiers volets des buts. C'est le premier but en fait de l'expérience, qui était essayer de retranscrire un mouvement qu'on appelle un mouvement à la Euler-Poinsot, un mouvement de tumbling. C'est un mouvement particulier qui va avoir un solide avec des axes d'inertie qui ne sont pas tous égaux lorsqu'il est soumis à aucune perturbation. Donc c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, qui lui a à voir avec le bras, du coup, c'était de tester une méthode de capture donc du satellite avec un électroaimant. Donc c'est pour ça que sur la photo de droite, la plaque qu'on voit sur le dessus, c'est une plaque en acier. D'accord. Et l'idée, c'est de capturer donc le satellite avec un électroaimant qui est au bout du bras. Alors je sais pas si on le voit sur les photos du bras, mais tout en haut du bras, il y avait une petite plateforme avec 2 capteurs. C'était des lidars. On s'en servait après en post-traitement, enfin on va s'en servir en post-traitement pour étudier un peu la distance qu'il y avait entre le bras et le CubeSat. Et donc un électroaimant au milieu qui était commandé depuis la manette de Xbox aussi et qui servait à capturer le CubeSat. D'accord, très bien. Ok, on reviendra sur les détails de l'expérience. On va pouvoir tout détailler en plus avec les vidéos du vol ensuite. Je pense que ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus clair une fois que vous verrez tout ça en 0G. Mais d'ailleurs, là, qu'est-ce qu'on voit à gauche? C'est l'intérieur du CubeSat, c'est ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a de l'électronique? C'est pas juste une masse qui flotte, le CubeSat? Thibaut, tu peux nous en dire un mot là-dessus? Alors non, le CubeSat, effectivement, c'est un 1,5U, mais il faut savoir qu'à l'intérieur, ce qu'on y a mis, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a habituellement dans un CubeSat. Donc en fait, à l'intérieur, on a placé donc un petit moteur électrique qui nous a permis en fait de le mettre en rotation. Et on voulait le faire accélérer puisque pour voir apparaître cet Euler-Poinsot, il fallait qu'il y ait une rotation qui soit là. Or, vu qu'une parabole dure, on a entre 20 et 25 secondes de 0G, il n'était pas possible de mettre en rotation avant en fait. Donc c'est à ça qu'il a servi. On a aussi placé à l'intérieur de ce CubeSat une petite IMU qui va être utile actuellement là pour avoir toutes les données, voir si le CubeSat a finalement réussi à avoir cet aspect Euler-Poinsot. Et donc tout ça a été alimenté par 2 batteries, donc des batteries de drone qu'on a légèrement surdimensionnées. Et voilà, en gros, avec un circuit imprimé et un petit ESC qui permettait donc de contrôler le moteur électrique. Et il faut savoir que l'allumage de ce moteur électrique était fait grâce à une connexion Internet, enfin pas Internet, SSH. Mais du SSH, excusez-moi, qui était le lien donc, qui était fait entre le PC superviseur donc, sur lequel on pouvait interagir pendant que l'expérience elle fonctionnait et donc à l'intérieur du CubeSat il y avait une Raspberry Pi qui pouvait faire la connexion en fait. D'accord, ok, d'accord. Il faut savoir que pour le CubeSat il y a eu 3 versions qui ont été faites et celle que vous voyez là c'est la plus aboutie, c'est celle qui a été sélectionnée. Elle a été intégralement imprimée en 3D. On l'a designé nous-mêmes. Que dire de plus? Et donc on l'a enfermé en fait dans un profilé de 100 par 100. Donc c'est cette voilà. Et on a placé une plaque sur le dessus, donc sur la face qui est haute là sur l'image de droite, pour pouvoir capturer avec un petit électroaimant au bout du bras. Très bien, ok, très bien, c'est très clair. Voilà, comme nous dit Loïdon, c'est les capteurs Haruko qui servent à traiter les vidéos des caméras, qui répond à Antoine. Très bien. Ok, excellent. Alors, un détail maintenant sur le système qui maintient le CubeSat et qui l'éjecte ensuite. C'est une grosse partie de l'expérience. C'est important. Il fallait trouver un moyen, je suppose, qui permette de lâcher le CubeSat tout en évitant au maximum de lui insuffler une perturbation. Sinon, il va commencer à partir dans une direction et vous allez en perdre le contrôle. Comment est-ce que... Qui veut commenter cette
cet aspect-là du mécanisme. Florian, tu peux peut-être nous en dire un aspect, nous Bien sûr. quelques détails? Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment de lâcher le CubeSat avec le moins de perturbations possible. Et on s'est rendu compte qu'on avait différents moyens de pouvoir réaliser ce mouvement. Mais le plus simple pour éviter d'avoir le maximum de perturbations, en fait, c'était de réduire la surface de contact de l'objet ou de la chose qu'on avait à designer, qui allait du coup séparer ou lâcher le CubeSat. On ne savait pas vraiment comment faire ça. On avait pensé à un ressort, comme pour les déployeurs, comme pour d'autres vols. Il y a eu d'autres vols 0G d'ailleurs là-dessus, notamment Pauline qui a travaillé là-dessus, Pauline Deland. Sinon, après les différentes réunions avec surtout nos référents techniques à Super-Héros, on a réfléchi et l'idée c'était de créer en fait 2 bras qui pouvaient s'ouvrir simultanément avec le moins de surface de contact possible. C'est pour ça que sur la photo de gauche, on voit des cônes sur ces bras-là qui pénétraient un tout petit peu, juste assez, dans les côtés du CubeSat. Donc il y avait 4 trous à cet effet-là. Et l'idée, c'était vraiment d'ouvrir ce déployeur d'une manière uniforme. Donc, il a été réalisé, ce joli déployeur avec des formes d'ailes, avec en fait un système d'ouverture qui fait que si on tire sur une branche, l'autre vient avec. On voit au niveau de la base en fait, du déployeur que ça vient faire par mouvement poussoir une ouverture uniforme. Et tout ça est en fait activé par un câble de frein de vélo qu'on voit juste à l'arrière de la photo de gauche. On voit le câble dépassé qui faisait tout le long du châssis et qui remontait dehors. Donc pouvait être activé manuellement. Et à chaque fois, il fallait le remettre du coup aussi manuellement avec le CubeSat à l'intérieur. D'accord, ok. On reviendra sur les opérations de manipulation entre 2 paraboles au moment des vidéos en 0G. Je pense que ce sera plus parlant. Mais pour l'anecdote sur le déployeur, là, on s'est inspiré de la manière dont on libère les fusées Soyouz. La manière dont elles sont libérées quand elles sont posées, c'est un système où en fait elles reposent sur 2 bras comme ça, avec le poids en fait qui les maintient, et dès qu'elles se soulèvent, donc avec la poussée du réacteur, les bras se libèrent un peu symétriquement en rotation. Et on s'est un peu inspiré de ça pour faire le déployeur parce que initialement on pensait faire quelque chose en translation, donc venir le libérer avec des choses qui rentraient dans le CubeSat et puis qui ensuite sortaient linéairement. Et avec des échanges, après des échanges avec nos référents techniques, des discussions, on s'était rendu compte qu'une solution qui marchait tout aussi bien et qui était plus simple à mettre en œuvre, c'était d'utiliser de la rotation, ce qui n'est pas forcément super intuitif au premier abord, mais qui marche très bien. On le verra dans les vidéos. C'est très intéressant l'analogie avec Soyouz, c'est très parlant. On voit tous là ces gros bras qui s'écartent, les 4 gros bras qui s'écartent au moment du décollage. C'est ça. Ok, très bien. Écoutez, on peut avancer, on peut continuer à la slide suivante. Là, je pense qu'on rentre dans les aspects un peu plus côté élec, côté software, contrôle du bras. Qui est-ce qui s'est occupé d'ailleurs de ces aspects-là? C'est toi, Anthony? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai quasiment pas touché au bras en fait. Je me suis occupé de tout le reste sur le soft. Pour ce qui est de la fabrication, c'est essentiellement Emma et Manu qui ont géré ça. Et donc du coup, je vais leur laisser la parole pour le coup. Ok, pas de souci. Emma, ouais, du coup, on était Thibaut, Manu et moi sur le bras. Donc comme je l'ai dit, les pièces ont été imprimées au DMSM. Après, au niveau ELEC, on avait une Arduino Mega connectée à une carte PCB qu'on a fait faire par un prestataire extérieur pour contrôler les moteurs qui sont dans le bras. Donc, dedans, on a donc, les moteurs, un système de poulies, des roulements à billes pour que le bras puisse bouger. Et on a contrôlé tout ça avec la manette de Xbox. Initialement, on voulait plutôt capturer le CubeSat de manière automatique. Mais bon, avec le confinement et le retard qu'on a pris avec la construction du bras, ça n'a pas pu se faire. Du coup, on est parti sur le contrôle manuel. Non, mais c'est ultra ambitieux de faire une capture automatique. C'est ultra ambitieux. Hein. Il faut pouvoir analyser l'attitude, se caler. C'est un sujet de thèse, hein. Honnêtement. Je connais quelqu'un qui fait une thèse là-dessus. Donc, c'est très, très compliqué. Hein.
Ouais, du coup, on est parti sur l'option contrôle direct manuellement avec la manette. Et c'était pas trop mal. Enfin, ça a plutôt bien fonctionné. Très bien. Et là, ce qu'on voit sur les deux petits blocs noirs qu'on voit au bout du bras, c'est les fameux capteurs qui permettent de mesurer la distance avec le lidar, c'est ça? Non, pas du tout. C'est des ventilos en fait. Ah ouais? Ouais. En fait, les lidars, ils sont. Il y avait 2 lidars en fait qui étaient au niveau vraiment de la tête du bras, du bout du bras. Là, ils y sont pas. Mais ouais, il y a une interface normalement qui vient dessus. Et ils chauffent? Avec l'électroaimant du coup. L'électroaimant, il chauffe quand même assez. D'accord. Et vous avez fait des analyses thermiques pour pouvoir dire il faut des ventilateurs? Ah non, les Non, il ventilateurs, nous c'est manquait un vraiment thermicien dans l'équipe. Ouais, mais c'est vraiment pour l'intérieur du bras en fait, les ventilos. Il y en a même un dans la base Mais pour c'est les moteurs à l'intérieur plutôt. Mais c'est vraiment pour les refroidir, c'est ça? C'est ça, Ouais. oui. Ouais, d'accord, ok. Très Et bien. en fait, au niveau de l'électroaimant, on a eu des spécifications en fait, surtout au niveau du champ et effectivement au niveau de la température, puisque on a remarqué en faisant tous ces essais-là qu'ils pouvaient monter très haut en température. D'accord, ok. Très bien. Et vous avez mis des capteurs de température pour voir un peu à combien vous êtes monté? On a fait un test sur l'électroaimant. Test pas très 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 académique, c'est juste avec un thermomètre thermique à distance. Ok. On montait, lorsqu'on l'alimentait, j'avais fait un test, je crois je l'avais alimenté 5 minutes, j'ai peur de dire une bêtise, mais on arrivait à environ 80 degrés après 5 minutes d'alimentation continue. Il faut savoir que l'électroaimant qu'on utilisait, il était, en fait, il l'aimantait passivement. Et lorsqu'on venait l'alimenter, selon la polarité d'ailleurs, on pouvait soit couper du coup l'aimantation, on se retrouve avec juste un bout neutre, Ouais. soit doubler du coup la puissance du champ et aimanter 2 fois plus. D'accord. Et donc on ne l'alimentait l'électroaimant que à un certain moment de la parabole. Ok. Donc sur les durées assez courtes. Très bien. Anthony qui vient de nous mettre une petite source une open source Tor. Absolument, sur c'est très bien. le site internet où on a récupéré toutes les infos sur le bras. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblent les connectiques entre les moteurs, la carte PCB et l'Arduino Mega, tout est disponible sur le site. Très bien, ok. Je te laisse montrer la dernière photo, Clara, avant de passer sur les aspects 0G. Et je sais pas si quelqu'un a un petit truc à commenter sur cette photo-là. Qu'est-ce qu'on voit à l'image là? Ouais, je vais lancer. En fait, là, on a un peu évolué. On voit sur la frise chronologique, on est à la partie plutôt des tests. Donc, c'est cet été et en septembre. Et du coup, donc, je vois Mathieu qui me taquine sur les mesures du champ d'électroaimant. Je comprends pas pourquoi. Et donc sur les tests, on avait des tests qui étaient obligatoires par Novespace, donc notamment de mesurer le champ électromagnétique de l'électron. Et après, sinon, nous, c'était surtout des tests de fonctionnement de l'expérience, donc par rapport au bras, est-ce qu'il tournait bien, etc. Enfin, comment est-ce qu'on contrôle avec la manette, le CubeSat, est-ce qu'on arrivait bien à recevoir les données, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vol 0G, c'est la première fois qu'on va vraiment tester l'expérience. Par exemple, la libération du CubeSat par le déployeur, on avait essayé avec des méthodes un peu de la tester, mais en mettant nos mains en dessous. Mais au final, on n'arrive jamais trop on ne peut pas reproduire la 0G, c'est tout le but des vols paraboliques. Donc du coup, il faut essayer de faire un maximum de tests pour s'assurer qu'on va réussir à réaliser l'expérience. Mais en parallèle, nous, ce qui était super important, c'est qu'on récupère des données parce qu'on s'était dit, si jamais le bras pète à la première ressource, qui aurait pu complètement arriver, il faut à ce moment-là qu'on soit capable de récupérer au moins des données sur le CubeSat. Donc, on a eu beaucoup de tests de soft pour savoir si on arrivait bien à communiquer avec tous les différents éléments. Et donc ça nous a pas mal occupé aussi, ces choses. Donc là, on est en train de tous regarder un test qui a été réalisé afin de bien comprendre ce qui se passe et de valider ensemble. D'accord, très bien. Ok.
Eh bien écoutez, on a eu quelques détails techniques sur le bras, on va passer à l'aspect 0G avant de voir aussi quelques vidéos. Je coupe la vidéo YouTube, à tout de suite YouTube.